Bonjour à tous, moi je m'appelle Guillaume Santiago, je suis le dirigeant et le fondateur de la société Onlinov. On va aujourd'hui animer un atelier au sujet des assurances, comment bien assurer son studio de jeux vidéo. Alors on pourra parler de studio, on pourra parler d'éditeur et on pourra un petit peu répondre à des questions au cas par cas, si vous en avez, selon vos cas particuliers à chacun. C'est l'avantage aussi d'être en petit groupe, hein, donc surtout n'hésitez pas à faire de cet atelier un échange le plus interactif possible. Je vais commencer par laisser la parole à Pascal Stradella de la société Géode, parce que c'est Pascal qui a eu la bonne idée, la gentillesse de nous mettre en relation avec Game Only et qui a accepté de faire un petit témoignage pour expliquer ce qu'on a fait ensemble et pourquoi est-ce qu'il a pensé que c'était intéressant qu'on fasse cette intervention à Game Only. Voilà, donc Pascal, je te laisse la parole. Oui, alors effectivement, je peux témoigner simplement de l'expérience que j'ai eue dans mes différents studios et notamment effectivement la relation qu'on a commencé à établir ensemble. Simplement, donc moi je suis pas un spécialiste de l'assurance et c'est vrai que dans le monde du jeu vidéo, c'est pas un métier qui est au centre de l'attention en fait des dirigeants généralement. Cela dit, ça reste un des piliers en fait extrêmement importants pour le développement d'une entreprise. Et alors, moi j'ai eu plusieurs expériences, notamment contractuelles avec des gros éditeurs et notamment à l'époque on a beaucoup travaillé pour Disney. Aux US, qui imposaient en fait dans les contrats des problématiques autour de l'assurance qui étaient des vrais points de blocage en fait sur les contrats qu'on pouvait signer. Donc c'est un sujet qu'il faut regarder de près parce que ça peut avoir des conséquences commerciales et là du coup ça touche beaucoup plus les studios et l'intérêt qu'ils peuvent avoir sur leur business. Autrement, après il y a tous les sujets de l'assurance, donc j'imagine que tu vas en parler, Guillaume. Alors, juste l'expérience qui est intéressante, c'est de se dire à quoi ça sert de s'assurer, en fait. C'est tout bête, mais c'est une première question. Et à l'époque, dans l'industrie du loisir numérique et du jeu vidéo, compte tenu du fait que l'activité, elle n'était pas très importante en national, les assureurs, ils n'étaient pas prêts, en fait, à assurer des studios. Et quand on posait la question, en fait, en disant, mais qu'est-ce que vous pouvez assurer dans notre entreprise et à quoi ça nous sert? Mais en fait, les assureurs, ils n'avaient pas de réponse. Donc, c'était assez intéressant de noter ça. Et effectivement, alors moi, j'en ai appelé beaucoup. J'ai appelé beaucoup de courtiers, j'ai appelé beaucoup d'agences en essayant d'aller gratter, d'essayer de voir si l'interlocuteur avait compris notre métier. Et effectivement, sans vouloir vendre ton cabinet, Guillaume, tu es la seule personne qui m'a paru comprendre en fait ce qu'on fait, même si tu n'étais pas un professionnel de l'industrie du jeu vidéo, mais tu es le seul que j'ai eu en face qui a permis, avec lequel on a eu un échange en fait. Et sur le fait, tu as compris très vite en fait les points importants, les points qui sont voilà, les attentions sur lesquelles il faut apporter du détail. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pensé pertinent de partager ça un petit peu avec la communauté. Voilà, sans vouloir vendre spécifiquement ton cabinet, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup cherché, j'ai trouvé personne d'autre, donc qui percutait sur nos métiers. Donc voilà, donc c'est un témoignage assez simple en fait, mais ça vaut le coup de se pencher sur ces sujets-là et d'essayer d'être pertinent avant de se retrouver face à des problèmes qui à un moment donné arrivent d'une manière inéluctable un jour ou l'autre. Ça fait partie de la vie des entreprises. Voilà, bon, simplement pour témoigner un petit peu de l'échange qu'on a pu avoir. Et puis évidemment, nous on est déjà clients depuis maintenant plus d'un an ou deux, je me souviens plus exactement, ça doit être à peu près ça. Ouais, c'est ça. Voilà, ton cabinet. Et je pense aussi que c'est un peu aussi le rôle de d'Onlinov, mais d'Only Game aussi, de Game Only, pardon, c'est d'essayer de mutualiser la connaissance. Plus il y aura de studios qui s'assureront, plus on sera pertinent en fait sur les contrats d'assurance et plus les sujets seront maîtrisés. Et donc voilà, c'est gagnant pour tout le monde, quoi. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup Pascal, merci pour ton témoignage et
Je pense que ta vision de dirigeant, elle est aussi très intéressante dans l'atelier qu'on va faire. Donc surtout, n'hésite pas à reprendre la parole et à rebondir sur ce qu'on va dire si tu penses qu'il y a des choses intéressantes à partager vraiment avec ton prisme de studio, puisque nous, tu le disais, hein, on reste un courtier en assurance. On s'intéresse énormément aux problématiques des entreprises du secteur du numérique. Donc on essaie de bien comprendre votre métier, mais bien sûr, on n'est pas des professionnels du jeu vidéo, donc il y a des choses qui nous échappent et on continue d'apprendre tous les jours. Donc avant de commencer, je vais rappeler juste l'agenda de l'atelier. Donc on va d'abord parler de la responsabilité civile des éditeurs de jeux vidéo. Savoir un petit peu comment est-ce que, d'abord à quoi ça sert, comme tu disais Pascal, pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'assurer en responsabilité civile, qu'est-ce que ça couvre pour le métier de studio de jeux vidéo, et puis une question qui est très importante, c'est comment est-ce qu'on se couvre à l'international, parce que ça c'est un vrai sujet et tous les assureurs ne sont pas très chauds forcément pour accompagner les sociétés partout dans le monde. Ensuite, on discutera un petit peu d'un deuxième aspect propre au métier de tech, c'est le financement de l'innovation et le financement de la croissance. Donc, quand on se finance, que ce soit en haut de bilan, en bas de bilan, bah, ça génère de nouveaux risques, notamment pour le dirigeant, pour les investisseurs bien sûr, mais aussi pour le dirigeant. Donc, on verra un petit peu quels sont ces risques et comment est-ce qu'on peut mettre en place des sécurités pour protéger les dirigeants. Et puis, je vous présente mon associé Bérangère Vacher, qui traitera la troisième partie. Voilà. Et Bérangère, elle est spécialisée dans l'assurance des salariés des entreprises qu'on accompagne. Et un des sujets sur lesquels on a conçu un accompagnement spécifique, c'est les entreprises en hypercroissance. Les scale-up qui très rapidement peuvent passer d'une petite équipe à taille humaine à une société beaucoup plus structurée. Et pour que ça se passe bien et pour qu'on ne crée pas des bombes à retardement dans la gestion administrative de la société, il faut l'anticiper et il faut le prévoir avec le bon timing au bon moment du développement. Donc c'est ce que Bérangère va vous expliquer sur la partie des assurances des salariés. Alors, petite présentation d'Onlinov pour que vous compreniez à qui vous avez affaire. Alors, je répète, hein, si vous avez le souhait d'intervenir, il y a le chat à droite, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas aussi à activer votre micro et à prendre la parole. Le but, c'est que vous repartiez de l'atelier avec toutes les réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, Onlinov, Only Innovation, on est un courtier en assurance dédié aux entreprises innovantes. Je nous ai présenté un petit peu, mais voilà, juste pour donner plus de détails, Bérangère et moi, on a tous les deux plus de 15 ans d'expérience dans l'assurance des entreprises technologiques et innovantes. Moi, je suis plus sur la partie métier des entreprises. Bérangère, elle est plus sur la partie salariée. Et bien sûr, on a une expertise dans l'accompagnement international des sociétés technologiques. Ça, c'est un petit peu l'histoire de la société. Donc, vous voyez qu'on est une jeune entreprise, hein, créée en 2016. Et on est aussi nous-mêmes une entreprise technologique puisqu'on a fait des gros investissements pour digitaliser nos services et pour simplifier la souscription de l'assurance, mais je vous reparlerai un petit peu de ça tout à l'heure. Voilà. Si on parle maintenant de nos clients, qui est quand même plus intéressant, le point commun de toutes les entreprises qu'on accompagne, et c'est pour ça que, comme disait Pascal, on a la capacité de comprendre le business model et de comprendre les problématiques métiers de nos clients, c'est que tous nos clients, ce sont des sociétés très innovantes qui financent de la R&D, soit sans faire du tout de chiffre d'affaires dans les premières phases de développement, ou alors en même temps qui font de la croissance. Nos clients, ce sont aussi des sociétés en forte croissance. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on a mis en place pour accompagner les scale-up, mais on a des clients qui font jusqu'à 500 millions de chiffre d'affaires. Donc, on accompagne des startups, des PME, des ETI. Et nos clients sont aussi très souvent très internationaux, avec les grandes zones géographiques qui sont privilégiées. C'est bien sûr l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie. Voilà. Mais on a aussi des clients qui peuvent avoir des activités en Afrique, selon certaines activités, ou en Amérique du Sud. On a 3 spécialités qui sont
exclusif, ça veut dire qu'on ne travaille que de ces secteurs. Il y a le secteur du numérique dans lequel on retrouve les studios de jeux vidéo, qui est notre spécialité historique. Ensuite, il y a le secteur qu'on appelle IoT, c'est tout ce qui est robotique, électronique, objets connectés, donc aussi des sociétés très techno. Et puis le secteur des industries de santé, avec beaucoup de dispositifs médicaux et de medtech principalement, qui sont aussi des métiers techno et qui sont liés à notre background. On avait une expertise dans ce domaine. Voilà, donc pour chaque métier pour lesquels on travaille, on fait à chaque fois un travail de cartographie des sujets principaux qui peuvent être des risques et qui nécessitent d'avoir des protections financières ou d'avoir des services d'accompagnement en cas de crise. Donc, vous voyez, pour les éditeurs de jeux vidéo, là, c'est une petite synthèse extrêmement rapide, mais ça résume l'ordre du jour de notre présentation. Mais ça, c'est vraiment une démarche qu'on fait en amont pour chaque métier pour lesquels on propose des accompagnements. Et ensuite, on a toute une gamme d'assurances qu'on propose pour apporter une solution vraiment à 360 degrés pour les entreprises, avec la responsabilité civile, la cybersécurité, enfin les risques cyber, la responsabilité des dirigeants, dont on va parler au sujet du financement de l'innovation et de la croissance, les assurances frais de santé et prévoyance, et puis ensuite, bien sûr, les locaux et puis d'autres assurances qui peuvent être nécessaires au cas par cas. Voilà. Donc, je passe vite sur la présentation pour rentrer dans le vif du sujet. Première partie, assurer sa RC professionnelle en France et dans le monde entier. Alors, d'abord, moi, je me rends compte en discutant avec des dirigeants de studios de jeux vidéo que ce sujet, il est très lointain de vos préoccupations quotidiennes, en fait, très éloigné de vos préoccupations quotidiennes. Et il y en a beaucoup avec qui je rentre en contact par différents biais qui commencent par me dire, mais à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une assurance de responsabilité civile ? Et ça, c'est une vraie question. Le but, c'est pas de faire une dépense qui n'ait pas de sens, donc il faut se poser la question. D'abord, il faut savoir que vous n'avez pas l'obligation légale d'avoir une assurance de responsabilité civile, contrairement à certains métiers. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'assurance, vous n'êtes pas hors la loi, vous n'avez pas de responsabilité pénale en tant que dirigeant. Par contre, vous avez souvent une obligation un peu de fait. C'est ce que Pascal nous décrivait avec Disney, mais vous pouvez avoir le cas avec d'autres canaux de distribution, pas forcément des éditeurs, ça peut être aussi des App Store, ça peut être différents parcours, mais vos clients, vos utilisateurs, quand ils travaillent avec vous, ils veulent savoir que si la relation se passe mal, vous avez la capacité à les accompagner et à les indemniser. Donc, commercialement, vous avez un peu une obligation d'être assuré en responsabilité civile. C'est difficile de croître et de faire du business, et notamment avec des partenaires qui sont un peu étoffés si vous n'avez pas une protection financière pour protéger vos relations commerciales. Dans le contrat d'assurance de responsabilité civile, vous avez deux parties. Là, c'est vraiment un peu du b.a.-ba, mais je rappelle ces choses qui sont importantes. Donc, vous avez la partie RC exploitation. Cette partie, elle est importante dès que vous allez démarrer votre activité et notamment dès que vous allez avoir des effectifs, que ce soit un stagiaire, un contrat d'alternance, un salarié, le fait que votre entreprise ait une existence physique, le fait que vous ayez que vous vous déplaciez, que vous rencontriez des gens, etc., eh bien, vous pouvez causer un préjudice à ces gens. Vous allez déposer un recommandé à la poste. Dans la file d'attente, si vous bousculez quelqu'un et que vous lui cassez le bras, vous n'êtes pas là en tant que Guillaume Santiago, vous êtes là en tant que votre société et c'est votre société qui est responsable. Ça, c'est la RC exploitation. Elle n'est pas du tout liée à vos jeux vidéo. Donc, les garanties, elles sont très standards, c'est des très gros montants. Ces incidents arrivent très rarement, mais il faut être assuré pour ça. Et d'ailleurs, quand vous allez faire une convention de stage, par exemple, avec un stagiaire ou un contrat d'apprentissage ou d'alternance, l'école va vous demander une attestation d'assurance de responsabilité civile exploitation en général, parce qu'elle veut être sûre que vous êtes couvert s'il arrive quelque chose à l'étudiant, ou si l'étudiant cause un préjudice à quelqu'un d'autre. Ensuite, la RC professionnelle, c'est la partie qui est vraiment liée à votre métier. C'est-à-dire que ce sont les préjudices qui peuvent être causés par votre jeu vidéo, à des tiers. Alors, par votre jeu vidéo, ça peut être par l'utilisation de votre jeu vidéo par un joueur, ça peut être un litige avec un distributeur, avec un éditeur, mais ça peut être aussi un litige avec des personnes avec qui vous n'avez pas de relation commerciale. Okay. Et si votre produit est matériel, donc
Alors, je prenais l'exemple d'un CD, d'une disquette, comme on faisait autrefois dans les consoles, mais si vous vendez des manettes de jeu, si vous vendez des consoles, des arcades, etc., dans ces cas-là, on parle de responsabilité produit ou de responsabilité civile après livraison. C'est un petit peu la même chose. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est pour un produit immatériel, l'autre qui est pour un produit matériel. En général, on a tout ça ensemble. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'assure? Alors, pardon, les animations, on va les passer, c'est pas très intéressant. Quand on conçoit un produit, quand on conçoit un jeu vidéo, quand on conçoit une infrastructure pour distribuer son jeu, quand on conçoit ses partenariats de distribution, etc., on réfléchit à la sécurité de son produit. Et on met en place des sécurités d'infrastructure, on choisit un hébergeur fiable, on met en place une sécurité dans son organisation, dans ses process, etc. Mais chacune des strates de sécurité qu'on met pour garantir la fiabilité de ce qu'on produit, elle a ses failles. Chaque strate a ses failles. Et comme l'alignement de planètes dans l'espace, eh bien, les failles, elles peuvent à un moment donné, par des jeux statistiques, se retrouver alignées. Et dans ces cas-là, un incident qui sur mon schéma aurait été, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la déplace comme ça. Si. Oui. Donc un incident qui aurait été bloqué par une strate de sécurité, si toutes les failles sont alignées, ça peut devenir un accident qui va causer un vrai préjudice à vous, à vos clients, à vos utilisateurs, etc. Et l'assurance, elle sert à vous protéger lorsque vos sécurités n'ont pas permis d'éviter un accident. Et ça, c'est important parce que souvent, on a cette objection de gens qui nous disent « Oui, oui, d'accord, mais nous, on a pensé à notre sécurité, donc on n'a pas besoin d'assurance. » Non, en fait, si vous n'aviez pas pensé à votre sécurité, aucun assureur ne voudrait vous assurer. Mais le fait d'y avoir pensé ne vous dispense pas d'avoir une assurance. Okay. Et puis ensuite, il y a un deuxième cas de figure, c'est le cas de la malveillance. C'est une personne qui ne va pas attendre que les failles des différentes strates de sécurité s'alignent, mais qui va les exploiter pour aller naviguer dans votre sécurité et pour causer un préjudice de manière malveillante. Pour un studio de jeux vidéo, là, on rentre un peu plus dans le vif de votre métier. Le principal risque, et ce qui coûte très cher aux assureurs qui accompagnent les studios de jeux vidéo, c'est la propriété intellectuelle. Okay, donc là, vraiment, je remonte mon schéma d'avant, mais là, le millefeuille de sécurité, il faut que vous y ayez bien réfléchi dès la création de votre société. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la propriété intellectuelle? Vous pouvez avoir des revendications de salariés qui quittent l'entreprise et qui, parce qu'ils ont contribué au design, parce qu'ils ont contribué à la création, parce qu'ils ont contribué au scénario de votre jeu, vont revendiquer des droits de propriété intellectuelle ou de création artistique sur votre jeu vidéo. Donc ça se gère dans le contrat de travail. Il y a des avocats en droit social qui sont très habitués à faire ça. Il y a de moins en moins de ce type de litige parce que maintenant les studios connaissent ce risque. Mais si vous n'aviez pas ça en tête, moi je vous invite à être très vigilant et à bien sécuriser vos contrats de travail, à bien sécuriser vos pactes d'associés si vous êtes plusieurs associés dans l'entreprise et à anticiper toutes ces problématiques liées à la propriété du jeu que vous créez pour votre entreprise. Ensuite, vous pouvez avoir un litige en contrefaçon avec un autre studio de jeux vidéo. Vous sortez une application de jeu sur App Store, vous avez choisi un design, votre application commence à prendre de l'essor, vous avez des utilisateurs qui commencent à s'intéresser à votre jeu aux États-Unis, et là, bim, vous vous rendez compte qu'il y a un studio aux États-Unis qui, depuis 2 ans, a créé un jeu qui a un design par hasard qui est très proche du vôtre. Et alors, les Américains, ils rigolent pas avec ça. S'ils voient qu'il y a de l'argent à se faire, ils vont pas hésiter une seule seconde à vous assigner en contrefaçon, même si vous ne vous êtes pas inspiré de leur jeu et que c'est le simple fruit du hasard. Okay. Donc là, il y a quand même un vrai sujet de vigilance. Ça veut dire de regarder ce qui se fait ailleurs, d'être en veille permanente, et ça veut dire eh bien aussi d'avoir réfléchi un petit peu à l'avance pour se dire si malgré tout ça m'arrive, comment je gère cette situation. Okay. Et le dernier cas de figure que j'illustre, c'est le litige sur l'utilisation de l'image de tiers. Alors ça, c'est plus critique. C'est là-dessus, on a encore malheureusement pas mal de cas de sinistres qui existent. Dans les jeux vidéo, vous pouvez, selon le secteur dans lequel vous développez, par exemple si on parle d'e-sports, ou si on parle
plus que d'e-sport, si on parle de jeux autour du racing ou des choses comme ça, si vous utilisez l'image de célébrités, de sportifs, de coureurs automobiles, ou si vous utilisez sur une application mobile l'image d'un personnage de dessin animé, même si vous la changez un petit peu mais que ça ressemble, ou si vous utilisez l'image de quoi que ce soit qui fait l'objet de protection de propriété intellectuelle, par exemple la Tour Eiffel à Paris, maintenant tout le monde sait ça, mais la Tour Eiffel, elle est protégée. On n'a pas le droit de reproduire l'image de la Tour Eiffel comme on veut. Il y a des droits à payer. Et ça peut exister dans d'autres villes dans le monde. Donc, si vous faites un jeu vidéo où vous voyagez dans le monde et que vous mettez dans le design des marqueurs de certaines villes, attention, vous pouvez avoir de la propriété intellectuelle là-dessus. Donc, tout ça, ce sont des sujets sur lesquels, pareil, tant que vous êtes dans votre coin, petite entreprise, un petit jeu confidentiel, vous n'allez pas forcément vous faire inquiéter là-dessus. Mais si vous décollez, si votre jeu prend de l'ampleur et qui commence à avoir de la notoriété, c'est sûr que vous avez quelqu'un qui va venir vous réclamer des droits. Si vous faites un jeu de basket et que vous avez un joueur qui ressemble étrangement à un joueur de la NBA, eh bien, il va venir vous réclamer de lui payer des royalties parce que vous utilisez son image pour votre jeu vidéo. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être très attentif à pas jouer avec les limites de la ressemblance. Il faut pas essayer de faire ressembler, mais pas vraiment, mais un petit peu quand même, parce que ça, c'est clairement un risque. Et ça veut dire que si vous utilisez l'image de célébrité, de marque tiers ou quoi que ce soit dans votre jeu vidéo, eh bien, il faut que vous ayez négocié des contrats de propriété intellectuelle avec les personnes qui sont propriétaires de cette image. Et il faut que vous ayez des contrats de royalties, etc., pour que ça soit encadré et pour pas qu'ils puissent venir vous réclamer a posteriori. Ouais, je peux peut-être toute petite intervention. Ce qui est intéressant de noter dans ce que tu viens de dire, Guillaume, c'est que quand, en particulier aux US, quand il y a une attaque de la part de cabinets effectivement qui sont organisés souvent pour venir chercher de l'argent que pour défendre des droits en réalité, sur ce type de sujet, ça coûte une fortune énorme pour pouvoir se défendre en fait. Et le sujet, il est plus sur une bataille de capacité à se défendre que quelque part sur le fond. D'où l'importance d'avoir préparé en fait ce type de défense pour pouvoir y répondre, parce que souvent l'essoufflement il se fait sur notre capacité financière à se défendre plus que sur le fond en fait. Ouais, c'est tout à fait vrai, et ça je vais le détailler un peu plus tard, mais vous allez voir qu'aux États-Unis ça peut prendre des proportions colossales. Et tout le monde connaît les patent trolls qui sont un peu une spécialité américaine. Vous savez, il y a des sociétés qui achètent des brevets, qui achètent souvent des brevets un peu anciens, et surtout sur les technos, c'est problématique parce que vous avez des brevets un peu anciens qui protègent des fonctionnalités qui sont quasiment dans les faits tomber dans le domaine public parce qu'elles sont incontournables pour développer certaines choses, mais qui sont quand même protégées par des brevets. Et leur métier, c'est de payer assez cher pour acheter des brevets qu'ils n'utilisent pas d'un point de vue industriel, mais qu'ils utilisent exclusivement d'un point de vue juridique pour faire des procès pour gagner de l'argent. Ça s'appelle des patent trolls. Et ça illustre, alors vous êtes moins concerné par les brevets, mais ça illustre quand même l'état d'esprit que vous avez aux États-Unis sur la stratégie d'aller chercher de l'argent auprès de gens en les poursuivant uniquement pour l'argent et non pas pour défendre un droit en fait. C'est vraiment exclusivement pour se faire de l'argent. Donc ça, c'était sur le sujet de la propriété intellectuelle. On peut approfondir si vous avez des questions, mais il faut quand même qu'on avance. Donc, deuxième sujet, la sécurité informatique. C'est aussi un point sensible quand on est éditeur de jeux vidéo, enfin quand on est studio de jeux vidéo. Donc ça, c'est un risque qui est vraiment commun à toutes les sociétés et encore plus aux sociétés tech. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'actualité, mais je pense vous écoutez la radio, vous lisez la presse comme moi, vous voyez que depuis quelques semaines, quasiment tous les jours, on entend des cas d'attaques cyber contre les hôpitaux, contre des grandes entreprises. Nous, on travaille dans le secteur de l'assurance, les compagnies elles se font attaquer. Et alors, dans la presse, on voit les grands groupes, mais ça touche toutes les tailles d'entreprise. Ça touche de la TPE, l'expert comptable, le médecin généraliste, la société tech, tout le monde est concerné.
Alors comment on fait pour se défendre? C'est pas simple. C'est pas simple parce que les hackers ils sont quand même assez organisés. C'est toujours pareil. Hein, ce qui les motive, c'est l'appât du gain. Donc ça veut dire que vous avez des réseaux mafieux qui existent souvent dans des pays un peu exotiques et qui vont attaquer des entreprises pour gagner de l'argent. Donc ça peut être des ransomware pour demander une rançon. Ça peut être du vol de données qui vont être ensuite commercialisables sur le marché noir. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des informations qui sont revendues dans le dark web, dans le deep web. Il y a des sites pour ça. Ça peut être des données sur des problématiques de secret industriel. Alors on parle beaucoup du vaccin en ce moment contre le Covid. Là, il y a une recrudescence des tentatives de vol d'informations sur les vaccins, de tentatives de vol d'informations sur les essais cliniques, etc. Et puis vous pouvez aussi avoir de l'intelligence économique ou politique. Ça veut dire que vous pouvez aussi avoir des pays qui vont aller attaquer pour déstabiliser, pour influencer, etc. Donc quand on a dit ça, le but c'est pas de se faire peur. Le but c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait. D'abord, quelles sont les données les plus critiques? Dans votre métier, les données les plus critiques, c'est les données personnelles, parce qu'elles sont très protégées d'un point de vue réglementaire. Donc, si vous avez des informations personnelles de vos utilisateurs, d'abord respectez le RGPD, respectez les réglementations qu'il peut y avoir dans d'autres zones géographiques où vos jeux vidéo sont utilisés. Les données les plus critiques, c'est les données bancaires. Bon, je pense que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas de données bancaires parce que maintenant, il existe des solutions tiers qu'on intègre qui permettent de ne pas avoir à s'occuper de ça. Et puis, il y a les données de santé qui sont aussi très critiques. Donc là, c'est très à la marge dans votre métier, mais ça peut concerner certains serious games qui peuvent servir à de la rééducation ou à des données ou être utilisés dans des EHPAD ou dans des choses comme ça. Donc là, attention, ça peut constituer des données de santé. Ensuite, l'autre problématique que vous allez avoir, c'est surtout l'indisponibilité de votre service, de votre jeu, si vous êtes attaqué par un ransomware, par un déni de service, ou ce genre de choses. Donc là, vous avez une vulnérabilité qui n'est pas seulement pour les tiers, pour vos clients, mais qui est pour vous également. Ça peut être pour vous une vraie perte de chiffre d'affaires. Alors, les recommandations qu'on fait, alors je les ai pas mises dans le slide, mais vous pouvez les retrouver sur notre site internet. On est en train de faire une mise à jour. Donc, d'ici une semaine à peu près, vous retrouverez ces recommandations sur notre site internet. Il y a 4 choses essentielles pour se protéger. D'abord, c'est sécuriser les accès. Donc, ça veut dire avoir une double authentification pour tous les accès externes dans votre système d'information. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est d'avoir des sauvegardes externalisées et que ces sauvegardes soient déconnectées de votre système d'information. Ça veut dire que en dehors du temps de sauvegarde, il ne faut pas que les sauvegardes restent connectées. Okay. La troisième sécurité essentielle. Donc ça, moi je vous dis ça, on n'est pas des spécialistes de la sécurité informatique. Ce que je vous fais là, c'est un retour d'expérience des sinistres qu'on gère. Ça veut dire qu'est-ce qui est utilisé par les hackers et qui nous coûte cher. Et du coup, les assureurs ils travaillent pour dire, on vous fait ces recommandations pour éviter que ça coûte cher à l'assureur aussi. La troisième chose, c'est de gérer les droits. Ça veut dire qu'il faut que chaque personne dans l'entreprise, en fonction de ses habilitations, ait des droits restreints, et il faut que les personnes qui quittent l'entreprise aient leurs droits supprimés, etc., pour pas que vous ayez des droits qui restent ouverts. Et la quatrième recommandation, elle m'échappe. Je vais la rechercher en même temps qu'on continue à se parler. Donc, ça veut dire qu'il y a des sécurités simples à mettre en place. Si, bien sûr, la quatrième recommandation, c'est d'avoir les mises à jour effectuées. Les mises à jour de vos antivirus, de vos pare-feux, mais également les mises à jour des systèmes que vous utilisez. Ça veut dire d'être abonné aux mises à jour et de les déployer. Okay. Voilà. Avec ces 4 recommandations simples, déjà, vous éliminez une très grosse part de risque sur ces sujets de cybersécurité. Mais vous avez vu tout à l'heure mon schéma, le hacker, il peut quand même utiliser des failles et rentrer dans votre organisation. Donc aujourd'hui, la plus grosse ciblée, vous n'êtes pas dans une tentative d'hameçonnage de masse pour choper les entreprises qui statistiquement n'auront pas été vigilantes. Et ensuite, les sinistres qui sont assurés par les compagnies d'assurance, donc dans la plupart des cas, il n'y a pas de violation de données. Et ça, je vous le dis parce que il y a eu
une espèce de loupe qui a été mise en 2018 sur le RGPD, un microscope même, où on a parlé de sécurité de données à tout bout de champ. Alors la sécurité de la donnée, c'est pour pas qu'elle soit utilisée de manière, on va dire, non déontologique, au détriment de la personne à qui les données appartiennent pour se faire de l'argent. Mais en fait, les failles de sécurité informatique sur les données, il n'y en a pas tant que ça. Les failles de sécurité informatique, elles sont plutôt, comme je le disais, sur des problématiques de ransomware avec de l'hameçonnage. Okay. Donc c'est vraiment le but, se faire de l'argent. La donnée, pour qu'elle intéresse le hacker, il faut qu'elle ait de la valeur. Et toutes les données n'ont pas de la valeur. Alors, quand on a dit ça, comment on s'assure? Eh bien, voilà, là c'est un petit schéma qui représente un contrat d'assurance de responsabilité civile. Donc un contrat d'assurance de responsabilité civile, ça couvre les dommages causés aux tiers, donc par exemple vos clients ou les joueurs qui vous ont donné des données, et ça va couvrir effectivement les pertes de données, la transmission de virus, l'atteinte à la vie privée, etc. Mais attention, ça va le couvrir uniquement dans ces cas-là. C'est-à-dire uniquement si vous avez commis une erreur, une omission, une négligence, une faute, ou si vous avez une responsabilité contractuelle. Ça, c'est la définition de la responsabilité civile professionnelle. Okay. Donc c'est quand même dans les contrats les plus larges, la responsabilité civile professionnelle, elle a ses restrictions. Manquement contractuel qui manquait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas spécifique où vos sécurités sont conformes aux usages de votre profession, ça veut dire j'ai les antivirus, j'ai les firewalls, j'ai les procédures, la double authentification, les sauvegardes déconnectées, je gère mes droits administrateurs, je mets à jour mes logiciels, on ne peut pas me reprocher d'avoir fait une erreur ou d'avoir été négligent. Donc j'ai pas d'erreur. Et en matière de sécurité informatique, vous pouvez parler avec n'importe quel avocat qui rédige vos conditions générales d'utilisation ou qui rédige vos contrats. En général, il recommande d'avoir une obligation de moyens en sécurité informatique. On ne peut pas s'engager à une obligation de résultat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une faille, vous avez de grandes chances de vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas commis de faute, d'erreur et d'omission. Donc je reviens là. Vous n'avez pas commis de faute et vous êtes en obligation de moyens, vous n'avez pas de manquement contractuel. Donc votre assureur de responsabilité civile professionnelle, il va vous dire « Désolé monsieur, c'est pas notre définition, votre client il subit un préjudice, ça s'est bien passé chez vous, il y a un lien de causalité, mais vous n'êtes pas responsable. Le responsable, c'est le hacker. Sauf que le hacker, on ne sait jamais qui c'est. Donc pour ça, les assureurs ont créé une garantie qui s'appelle la responsabilité civile cyber. Et c'est une nouvelle définition qui vient s'ajouter, qui permet que dans cette configuration, dans ce triptyque, eh bien on dit, vous n'êtes peut-être pas responsable au sens d'un contrat d'assurance traditionnel, mais vous avez quand même une responsabilité de fait ou une responsabilité sans faute, donc on vous assure. Okay. Donc ça veut dire que c'est important d'avoir dans votre contrat cette petite extension de garantie sur la responsabilité civile cyber. Et puis cette année, le marché de l'assurance, il a été pas mal chahuté avec la crise du Covid et avec la recrudescence des attaques de cyber. Et du coup, tous les assureurs ont introduit 2 nouvelles exclusions dans leur contrat pour ceux qui les avaient pas déjà, où ils les ont reprécisées. C'est l'exclusion des pandémies et des épidémies et l'exclusion des risques cyber. Donc même avec cette question de triptyque, même si on la met de côté, de toute façon, vous avez des exclusions. Donc il faut que ce contrat il soit spécifiquement étendu à l'RC Cyber. Voilà pour la partie cybersécurité. Alors je me rends compte que je n'ai pas du tout abordé la question de vos dommages, qui est quand même une question importante. Donc vos dommages, il y a le sujet principal, ça va être le ransomware ou ça va être le déni de service qui va vous faire perdre du chiffre d'affaires. Donc vous allez avoir 2 choses à payer, perte de chiffre d'affaires et rançon éventuellement. Ensuite, si vous avez une faille de sécurité sur des données personnelles et que vous avez la CNIL qui s'implique là-dedans ou une autorité de contrôle équivalente à l'étranger, la CNIL va vous demander de notifier les personnes. Donc vous allez avoir des frais de notification, mise en place d'un call center ou d'envoi d'emailing rédigé par des agences de com spécialisées. Et vous allez éventuellement avoir une enquête de la CNIL. Et s'il s'avère que vous avez des non-conformités, vous pouvez avoir une amende. Vous savez, les fameuses amendes RGPD qu'on fait très peur en 2018. Voilà. Tout ça, c'est ce qui est pris en charge par l'assureur. Ensuite, il y a une autre question qui se pose quand vous avez une faille de sécurité informatique, c'est de se dire comment je fais face. Parce que bien souvent, dans les sociétés tech, les devs, ils sont spécialistes de la création de sécurité,
mais ils ne sont pas spécialistes de la gestion de crise. Et ça nécessite vraiment un état d'esprit, une habitude, une connaissance différente. Donc, il y a des prestataires qui sont spécialisés là-dedans. Nous, on travaille avec une société qui s'appelle Inquest, qui est le leader français de la gestion de crise de cybersécurité. Et ces gens-là, ils sont disponibles par une hotline 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est inclus dans nos contrats d'assurance. Et si vous avez une faille, vous les appelez et ils vont immédiatement vous conseiller sur les bons réflexes à prendre dans l'urgence. Et ils vont ensuite vous aider à mettre en place les mesures de sauvegarde. Donc, ça va être faire du forensic, on appelle ça, c'est de l'investigation dans toutes les sources web, dark web, deep web, internet, pour vérifier si les données ressortent quelque part. Ça va être aussi d'utiliser des outils de scoring qui existent, un peu style les agents, enfin les outils de notation des agences de voyage, des trucs comme ça que vous avez sur Internet, il existe la même chose pour noter les hackers dans le deep web. Donc vous allez, grâce à eux, savoir si votre hacker il est sérieux, si je paye la rançon, quelle est la probabilité de chance d'avoir la clé de décryptage, est-ce que je la paye, est-ce que je la paye pas, etc. Et puis vous allez aussi avoir toutes les mesures qui vont vous permettre de remettre en sécurité votre système et de redéployer vos sauvegardes le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Donc c'est pas juste un chèque, c'est aussi toute une panoplie de prestataires qui vont vous aider à faire face à la situation de crise, y compris des agences de communication pour communiquer vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis des joueurs, éventuellement dans les médias s'il y a besoin d'avoir des communications dans les médias en fonction de la proportion qu'ont pris les choses, etc. Est-ce que vous avez des questions là-dessus avant que je passe sur l'aspect international ou est-ce que je peux continuer? Donc on va parler de propriété intellectuelle, de cybersécurité, c'est vraiment les deux gros sujets pour les éditeurs, les studios de jeux vidéo. Okay. Bon, alors je passe à l'international. Dans votre métier, très souvent, votre marché, il n'est pas que domestique. Alors la cybersécurité concerne quel pourcentage de vos clients? Je vois qu'il y a une question. Alors, si la question c'est de savoir quel pourcentage de nos clients ont subi des attaques, heureusement, la réponse, elle est que voilà, donc c'est bien ça la question. Donc la réponse, elle est que heureusement, il n'y en a pas énormément qui ont subi les attaques. Mais nous, on a 200 clients et tous les ans, on a 2 ou 3 cas de failles de sécurité informatique. Ça veut dire que si on fait une statistique à l'échelle de juste nos 200 clients, on est sur une probabilité de 1, 1,5, 2%. Donc c'est quand même pas négligeable. Après, est-ce que les failles de sécurité sont graves? Heureusement, pas toujours. Et surtout, grâce à tout ce qu'on met en place avec l'assistance, on arrive à la contenir. Donc, un exemple récent, par exemple, au mois de décembre, on a... alors là, c'est un éditeur de logiciels qui nous a appelé un peu en panique en fin de journée parce qu'il venait d'être alerté par son client. Donc, c'est un éditeur de logiciels qui fait une solution qui sert dans la relation commerciale des entreprises entre grands groupes. Ils travaillent plutôt avec des grands groupes et c'est des échanges de propositions commerciales, etc. Donc, ça veut dire qu'on était sur des documents ultra confidentiels, des simples PDF. Et un de leurs clients les appelle en leur disant on a détecté plusieurs dizaines de milliers de nos propositions commerciales disponibles sur Internet, sur tel site. Donc là, immédiatement, on les a mis en relation avec notre assistance et on s'est rendu compte qu'en fait, eux n'avaient aucune faille de sécurité. Ils avaient hébergé leurs données chez un des très grands hébergeurs, donc je ne sais plus si c'était Amazon, OVH ou Azure, enfin bon. Et leurs données, elles avaient été volées par des lanceurs d'alerte qui dénoncent les failles de sécurité des grands hébergeurs. Donc, pour dénoncer les failles de sécurité des grands hébergeurs, ils avaient volé leur base de données qui appartiennent à leurs clients et ils les avaient mises à disposition sur un site internet de lanceurs d'alerte. Okay. Donc là, ils étaient complètement, d'abord pas responsables et complètement démunis. Donc la réponse, ça a été de mettre en place de la communication de crise, de l'investigation pour vérifier si les données étaient ressorties quelque part. Donc on a pu éliminer ce risque-là, elles étaient que sur le site de lanceur d'alerte, intervenir auprès du site pour faire immédiatement retirer les informations, communiquer de manière appropriée auprès des clients. Et au final, après un mois de ces mesures et en ayant discuté, il y avait 3 clients qui étaient concernés, on a réussi à valider, grâce à toutes les investigations qu'on avait faites, que le risque n'était pas si important que ça. On a pu rassurer leurs clients en leur disant on a vérifié partout vos informations, elles ne traînent pas à droite ou à gauche. Et on a pu éteindre le litige et leurs clients n'ont même pas fait de réclamation. Okay. On parle quand même de quelques dizaines de milliers d'euros de frais pour avoir mis tout ça en place dans un délai extrêmement court avec de l'investigation, de la gestion de crise, des mesures techniques, etc. Okay. Donc ça, c'est un exemple. Après,
la question, c'est aussi quel pourcentage de nos clients sont assurés contre les risques de cybersécurité, parce que ça, c'est aussi une situation qui évolue. Quand on a commencé à parler de ces sujets il y a 10 ans, ça n'existait pas du tout. Il y a 5 ans, on avait une dizaine de pourcents de nos clients qui étaient assurés. Aujourd'hui, dans le secteur des techs, on est à 90% de nos clients qui s'assurent là-dessus. Okay. De toute façon, dans notre contrat de responsabilité civile professionnelle pour les sociétés tech, la cybersécurité, elle est inclue d'office et elle est inclue sans surcoût. Parce que pour nous, pour une société tech, c'est incontournable d'être assuré en RC Cyber. Après, ce qui est une option, c'est l'assurance de vos propres préjudices, de votre perte de chiffre d'affaires, des rançons, de vos frais, etc. Nous, on couvre vos clients d'office et vos utilisateurs et on vous propose de vous couvrir si vous voulez. Donc, 100% de nos clients sont couverts pour la responsabilité cyber et aujourd'hui, 80-90% sont couverts pour leurs propres préjudices aussi. Bon, c'est aussi parce qu'on fait un gros travail de pédagogie là-dessus. Je pense que les statistiques ne sont pas les mêmes chez tous les courtiers. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces sujets? Bon, c'est bon, ça a répondu à la question. Donc, je peux continuer sur la partie internationale. Bon, ça, c'est notre réseau. Donc, on a 75% de nos clients qui sont internationaux, 40% qui sont hors de France et beaucoup qui sont aux US, bien sûr. Mais je passe. Alors, quand on parle d'international, bon, il y a pas mal de zones géographiques. En fait, la plupart des contrats d'assurance de responsabilité civile, ils vous couvrent quand même à l'international. Ils vous couvrent dans le monde entier, sauf les USA et le Canada. Ça, c'est la clause standard. Après, vous avez quelques très rares contrats qui vont vous couvrir uniquement en Union européenne, voire uniquement en France métropolitaine, mais c'est vraiment pas la majorité. En général, c'est monde entier hors USA et hors Canada. Pourquoi est-ce qu'ils excluent ces deux pays? C'est une vraie question. C'est ce que nous disait Pascal tout à l'heure, en fait. C'est qu'aux USA et au Canada, c'est des fous de la responsabilité. Et ils l'utilisent comme une arme pour aller chercher de l'argent. Donc, vous voyez, en France, on a à peu près 65 000 avocats. Alors, ces chiffres, ils datent d'il y a 2-3 ans. Honnêtement, je les ai pas remis à jour, mais ils sont toujours, les ordres de grandeur sont toujours d'actualité. 65 000 avocats en France. Juste à New York, vous en avez 175 000. Et en Californie, vous en avez 168 000. Donc, vous imaginez à l'échelle des US. Ça vous donne une idée du business qu'il y a derrière les problématiques juridiques aux États-Unis. C'est colossal. En France, dans un contrat commercial que vous passez avec un éditeur, avec un store ou avec qui que ce soit, vous allez avoir quelques lignes sur les assurances. Un paragraphe assurance, ça fait 10 lignes. Un paragraphe responsabilité, ça en fait 10-15. Aux États-Unis, ça peut faire 3 pages, le chapitre assurance et responsabilité. Dans une autre présentation dédiée à ça, j'avais même collé, mais on ne pouvait même pas lire tellement ça prenait de la place sur l'écran. Donc, là-dedans, bien sûr, vous ne pouvez pas tout accepter. Il y a plein de choses qui ne vous concernent pas. Il y a plein de choses qui sont des pratiques purement domestiques américaines, de contrats d'assurance obligatoires par la loi américaine, etc. Si vous n'avez pas de filiale aux US, les 2/3 de ce chapitre, il faut les barrer dans votre contrat. Mais le problème, c'est que si vous ne le faites pas, si vous ne le lisez pas attentivement et si vous n'avez pas des conseils pour le négocier correctement, vous allez vous retrouver dans une situation qu'on a déjà connue où votre client ou le store qui distribue vos jeux ou votre éditeur, il va vous dire ah bah attendez, moi d'accord je dois vous payer, mais vous ne respectez pas vos engagements contractuels, l'attestation d'assurance que vous me donnez n'est pas conforme, donc je retiens mon paiement tant que vous n'êtes pas conforme au contrat. Sauf que si vous avez accepté des choses qui sont impossibles à assurer parce que ça n'existe pas en France, vous allez être bien embêté pour vous faire payer votre contrat. Voilà, donc ça s'anticipe. Ça s'anticipe et ça s'anticipe aussi pour une autre raison, c'est que quand vous négociez avec des partenaires américains ou canadiens, ces négociations, elles peuvent être très longues. Ça veut dire que il ne faut pas se contenter de négocier en parlant du produit, en parlant du prix, en parlant des canaux de distribution. Il faut parler du contrat très tôt. Et pas que pour des questions d'assurance, hein, le contrat dans sa globalité. Parce que sinon, vous allez conclure votre deal, vous allez vous taper dans la main en disant c'est bon, on bosse ensemble. Et entre le moment où vous allez vous taper dans la main et le moment où vous aurez fini de négocier votre contrat et vous l'aurez signé et vous pourrez vraiment commencer à vendre, il se peut se passer plusieurs mois. D'accord ? Donc ça, il faut commencer à y travailler avant pour pas perdre ces plusieurs mois dans le lancement de votre produit avec ses partenaires. Voilà, et les sinistres de responsabilité civile aux USA, du coup, ils sont 5 à 10 fois plus chers. Et même, Pascal a tout à fait raison, pour des propriétés intellectuelles, ça peut même coûter encore plus que 5 à 10 fois plus cher, parce que juste les frais d'avocat, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros.
et ça peut, si vous êtes condamné et que vous devez payer des royalties, par exemple, ça peut être des fortunes. Le droit fonctionne pas du tout pareil qu'en France. En France, quand vous avez un litige avec quelqu'un, vous allez commencer par aller frapper à sa porte et par aller dire, je sais pas, à votre voisin, vous allez lui dire, désolé, ton arbre dépasse dans mon jardin, ça me fait de l'ombre, est-ce que tu peux le tailler? Et uniquement si vous avez épuisé toutes les discussions amiables, vous allez envisager de faire une poursuite judiciaire. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Alors peut-être pas pour les particuliers, mais je parle pour le business. Aux États-Unis, vous allez commencer par recevoir une assignation devant un tribunal avant de discuter. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a ce qui s'appelle la procédure de discovery aux États-Unis. C'est la réglementation aux États-Unis, elle oblige, dans le cadre d'un litige devant les tribunaux, à communiquer entre les parties l'intégralité des pièces à charge et à décharge. C'est cette fameuse culture américaine de ne jamais mentir, de toujours dire toute la vérité. Et du coup, vous avez l'obligation légale de tout donner, y compris ce qui vous accable. Donc, quel intérêt d'aller chercher à négocier à l'amiable, alors que si j'assigne, je peux savoir exactement ce que l'autre a pour se défendre. Donc, je vais commencer par assigner, par faire cette procédure de discovery. Donc là, vous allez vous taper des cartons et des cartons et des cartons de documents, de procédures, des data rooms énormes, etc. Et il va falloir que vous payiez un avocat pour lire tout ça. Donc avant même d'avoir commencé à savoir ce que l'autre a dans le ventre et comment vous avez discuté, vous avez déjà dépensé des dizaines ou des centaines de milliers de dollars. Okay? Et une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez commencer à négocier. Et à négocier pourquoi? Pour du cash. C'est tout ce qui les intéresse. Donc si vous voulez vous en sortir par une transaction, il va falloir quand même mettre la main au porte-monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va bosser aux États-Unis, il ne faut pas y aller avec n'importe qui. Et bon, bien sûr, il faut avoir un avocat qui est vraiment rompu à la négociation des contrats américains, mais il faut aussi avoir un assureur qui est capable de gérer cette façon de gérer les réclamations aux US. Ça veut dire qu'il faut un assureur qui a une culture transactionnelle. Donc, tous les assureurs d'Europe continentale, et j'en ai mis beaucoup, mais je pourrais en mettre plein d'autres. En fait, pourquoi je mets pas mal de logo? Parce que je veux accabler personne. C'est pas un tel ou un tel, c'est une culture européenne. Tous les assureurs d'Europe continentale, ils ne sont pas dans cette culture transactionnelle adaptée aux États-Unis. Eux, ils vont plutôt, quand vous avez un litige, ils vont vous dire, ah bon, très bien, vous avez un litige, bah, prenez votre avocat, allez vous défendre au tribunal, et quand tout sera fini, vous nous direz combien ça vous a coûté, on vous fera le chèque. Les assureurs anglo-saxons, ils raisonnent pas du tout comme ça. Ils disent, vous avez un litige, oulala, attendez, on va tout de suite venir avec vous, on va analyser la situation, et on va réfléchir si on n'a pas intérêt à faire un chèque pour s'en sortir. Et ça fait toute la différence, parce que ça va vous permettre, et pourquoi ils font ça? Ils le font pas par gentillesse ou par générosité. Ils le font parce qu'ils savent très bien que ça va leur coûter moins cher. Donc vous, ça va vous coûter moins cher aussi. Ça va vous permettre de sortir de cette situation plus vite. Éventuellement, si c'est un partenaire, ça va vous permettre aussi de ménager vos intérêts commerciaux, parce que c'est quand même plus facile de recommencer à travailler ensemble quand on a réussi à tomber d'accord sur une transaction plutôt que quand on s'est battu devant des tribunaux pendant des années. Donc voilà. Et ça, généralement, pour les entreprises tech, même si vous n'êtes pas aux États-Unis, cette culture, elle est quand même plus intéressante parce que les litiges dans votre métier, la plupart du temps, ils se soldent par un accord transactionnel. C'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace pour régler les litiges, notamment sur la propriété intellectuelle. C'est vraiment l'option à privilégier. Voilà. Donc, Guillaume, il y a une question sur le chat. Est-ce que cela peut concerner la publication au Steam et qui est aux USA? Alors là, il faut m'en dire un peu plus parce que je ne sais pas ce que c'est que la publication sur Steam, très franchement. Donc, est-ce que vous pouvez prendre le micro pour me dire 2 mots là-dessus? Bonjour. Oui, la publication sur Steam. Steam, c'est une très grande plateforme de publication de jeux vidéo, mais qui est basée aux US. Donc, quand on veut publier sur Steam, on doit remplir énormément de paperasse américaine, en fait. Ouais. Donc, c'est la plus grande publication de jeux vidéo au monde sur ordinateur. Mais après, voilà, est-ce que au niveau de tout ce qui est assurance, contrat, par rapport à ce que vous avez dit Oui, bah alors bon, je connais pas Steam, mais merci parce que du coup, j'apprends des choses aussi en discutant avec vous. Mais par contre, cette configuration, on la connaît très bien parce que bon, nous, vous avez vu, on assure aussi beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo, enfin d'éditeurs de logiciels, etc. Donc, il y a un autre cas qui ressemble exactement à ce que vous dites. Par exemple, c'est tous ceux qui travaillent dans l'hôtellerie. Ils négocient avec
un très grand groupe hôtelier américain dont j'ai mangé le nom. Et en fait, il faut qu'il commence par négocier un contrat cadre avec la maison mère américaine avant d'avoir le droit de distribuer n'importe quelle solution, même s'il la distribue qu'en France, par exemple. Donc vous allez être dans la même configuration, si je comprends bien. C'est-à-dire que vous allez discuter avec Steam aux US pour bâtir un accord de distribution. Et une fois que vous avez cet accord de distribution, ils vont accepter de distribuer vos logiciels, enfin vos jeux, dans une zone géographique plus ou moins étendue, qui inclut ou pas les US, mais qui sera de toute façon distribué sur la base d'un contrat négocié aux États-Unis. C'est bien ça la situation? C'est ça. Voilà. Donc dans ces cas-là, c'est tout à fait le piège que j'évoquais tout à l'heure. C'est que votre client, votre distributeur Steam, il va vous proposer un contrat qui est un bon standard américain. Si en plus c'est le leader mondial, ça va être un bon standard version pot de terre contre pot de fer. Ça veut dire que ça va être le standard qui pense plus à les protéger eux qu'à vous protéger vous. Le problème, c'est que c'est difficile de négocier dans ces cas-là, parce qu'en général, c'est des conditions générales et vous n'avez pas forcément le loisir d'aller rentrer dans le détail pour négocier. Mais par contre, il faut au moins ne pas accepter des choses qui sont impossibles. Donc là, il y a un petit travail à faire. Un exemple, ils vont vous demander, j'en suis quasiment sûr, je pourrais regarder un contrat si vous voulez, que je vous confirme, mais je suis prêt à mettre ma main à couper, qui vous demande d'avoir une assurance Employer Liability et Workers' Compensation. C'est quoi ça? C'est l'équivalent de notre sécurité sociale française pour couvrir la santé, les accidents du travail et pour couvrir la prévoyance des salariés. Mais sauf qu'aux États-Unis, c'est une obligation légale. Donc, ils vous le demandent parce que s'ils ne vous le demandent pas, ils peuvent se faire reprocher de ne pas avoir vérifié que leurs partenaires remplissent bien l'obligation légale. Sauf que vous, ça ne vous concerne pas puisque vous n'êtes pas une société américaine. Donc, cette assurance, vous ne pourrez jamais l'avoir à moins d'avoir une filiale aux États-Unis. Donc, il ne faut pas l'accepter dans le contrat d'être obligé pour ça. Et ça, pour le coup, quand on l'explique, les juristes américains, ils le comprennent très bien et disent « Ok, on l'enlève ». Mais ils ne vont pas vous le proposer spontanément. D'accord. Ok, merci. Donc, ce qu'on fait pour nos clients, c'est que nous, on est vraiment dans une logique aussi de transfert de compétences sur ces sujets-là. Donc, tous nos clients qui sont amenés à négocier ce type de contrat, on les aide, ils nous envoient la clause, on relit la clause, on leur dit, compte tenu de vos assurances, voilà ce que vous pouvez accepter, voilà ce qu'il faut modifier, voilà ce qu'il faut refuser, changer tel mot pour un autre, etc. Comme ça vous permet au moins d'être sûr que votre assurance, elle couvre correctement les engagements que vous acceptez. S'il faut revoir votre assurance, on vous le dit aussi. Et ensuite, à force d'en discuter, nos clients qui ont l'habitude de négocier régulièrement des contrats comme ça, ils finissent par connaître par eux-mêmes les bons réflexes. Donc ça veut dire que c'est en ça que je parle d'un transfert de compétences. Mais bien sûr, il ne faut pas hésiter à nous solliciter quand vous avez le cas. Pour nous, c'est assez rapide en fait. Hein. En 10 minutes, un quart d'heure, on va pouvoir vous faire un retour pour vous dire quels sont les points de négociation de vigilance à avoir. Okay. Super, merci beaucoup. Bon, c'est une bonne illustration. Oui, Marc, je vois votre commentaire. Vous avez raison. Et en fait, on peut pas tout connaître. Et nous, on travaille. Donc, Marc dit qu'il doute pas de nos compétences sur l'assurance des activités numériques, mais que pas connaître Steam, c'est un peu léger dans les jeux vidéo. Je vous comprends. Alors, nous, on travaille dans plein de secteurs des technos. Et effectivement, même les très gros acteurs des secteurs de nos clients, on les connaît pas tous. Donc, voilà. Après, ce qu'on apporte, nous, comme prestation, comme disait Pascal, on n'est pas des pros du jeu vidéo, mais par contre, ce qu'on apporte comme prestation, c'est exactement ce qu'on vient de faire avec Uranuki, c'est-à-dire que, et c'est ce que décrivait Pascal, c'est-à-dire que notre métier, c'est de comprendre vos questions, en fait. C'est de comprendre vos questions et c'est de pouvoir apporter des réponses. On ne peut pas vous apporter toutes les réponses, a priori, sans que les questions aient été formulées. Ça, c'est vrai. Okay. Oui, pour venir à ton aide, effectivement, l'assurance, c'est un métier qui est vaste. Ce qui est important, c'est d'en comprendre les ramifications et ce que je témoignais tout à l'heure, c'est les canaux de distribution Steam, c'est un des canaux de distribution. Nous, on l'utilise pas, par exemple. Bon, cela dit, c'est un des plus gros canaux de distribution de produits interactifs actuellement, avec les stores, et puis il y en a d'autres qui sont en train de naître d'ailleurs.
La mécanique, c'est toujours la même en fait. Qu'on soit sur des canaux de distribution, qu'on soit sur même de la distribution physique d'ailleurs, hein, qui n'existe plus beaucoup, mais quand même il y en a encore un petit peu. La mécanique, c'est toujours la même. Et ce qui est important, c'est de comprendre l'articulation et les risques qui en découlent. Et dans l'absolu, le droit, lui, il bouge peu en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements dans le monde numérique, mais le droit, il bouge peu. Et c'est bien à ça qu'il faut faire référence en fait, hein, quand on veut s'assurer. Alors j'ai pas de royalties sur les sociétés de Guillaume, mais voilà, ce qui est important, c'est avoir un petit peu la big picture là-dessus. Merci Pascal. Et puis il y a une chose moi que je répète, que je martèle toujours à nos équipes et notamment commerciales, c'est que on est dans un métier où il faut qu'on soit dans une relation de confiance. Et je leur dis toujours, si on vous pose une question, si vous ne savez pas, faites pas mine de savoir. Dites que vous ne savez pas. Parce que moi, je me mets à la place de mon client, il veut pas avoir une réponse à peu près parce que j'ai pas osé dire que j'avais besoin d'informations supplémentaires. Voilà. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on est. Je vois l'heure, je suis trop bavard, donc je vais passer vite. Donc ça, je vous laisserai regarder, c'est une description du démontage des programmes d'assurance internationaux. Ça concerne ceux qui ont des filiales hors de France, mais ça, c'est un petit peu de la technique d'assurance. Honnêtement, ce qui est important pour vous, c'est de savoir que vous pouvez être assuré de manière parfaitement homogène dans le monde entier, avec des montages qui sont compliant, conformes aux obligations réglementaires et qui sont optimisés au niveau des coûts financiers et de la qualité des garanties. Ok. Donc voilà, tout ça, là, tout ce qu'on a décrit pendant 3 quarts d'heure, ce sont des choses qui sont incluses dans notre contrat d'assurance de responsabilité civile qui est disponible sur notre site internet et qui sont donc pour vous donner des ordres de grandeur de prix pour un studio de jeux vidéo en démarrage d'activité qui a un chiffre d'affaires, c'est même plus qu'en démarrage d'activité, c'est un chiffre d'affaires de moins de 500 000 euros et qui veut un petit montant de garantie de 100 000 euros pour se lancer. Le prix, c'est 33 euros par mois. Voilà. Donc, vous voyez que, et tout ce que je vous ai décrit ce matin est assuré dedans. Toutes les problématiques dont on a parlé sont assurées dedans. Okay. J'avais prévu de vous faire, de vous montrer comment fonctionne notre plateforme, mais on n'a pas le temps. Mais on l'a vraiment conçu pour qu'elle soit hyper simple. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site. En 3 questions, vous avez un tarif, et en 3 minutes, vous pouvez avoir votre attestation d'assurance dans votre boîte mail. Voilà, on a vraiment travaillé sur l'optimisation du process. Donc je continue sur les sujets plutôt importants à aborder. Tout ce qui est financement. Donc, quand vous allez financer votre croissance, les investisseurs vont vous demander d'être assurés. Donc, il y a 2 types d'assurance, il y a 2 types de financement. Il y a le financement de bas de bilan par de la dette et le financement de haut de bilan avec des levées de fonds. Donc, dans ces cas-là, on parle d'assurance emprunteur ou d'assurance homme-clé qui vont vous être demandés par vos financeurs. Mais en réalité, les deux correspondent à la même chose, c'est d'assurer les dirigeants ou les hommes-clés de la société en cas de décès ou en cas d'invalidité grave qui les empêche de travailler et qui peuvent mettre en péril la croissance ou même la survie de l'entreprise. Et du coup, vos créanciers, ils vont vouloir être sûrs qu'ils pourront être remboursés. Si vous voulez, c'est exactement la même chose que l'assurance que vous prenez quand vous achetez un appartement, que la banque vous demande. C'est le même principe. Donc ça, ils peuvent vous le demander. S'ils ne vous le demandent pas, honnêtement, mon conseil, ce serait de dire, pour protéger votre entreprise, prenez-le, mais quelque part, ça vous concerne plus si vous êtes dirigeant, puisque c'est ce qui va se passer après vous, en fait. Hein. L'assurance qui sert à protéger votre entreprise quand vous êtes mort, donc généralement les dirigeants la prennent quand les investisseurs le demandent, et pas dans d'autres situations. Donc ça, il y a un petit questionnaire de santé, des montants de garantie qui dépendent du montant de l'investissement. C'est un petit peu long, un petit peu chronophage à mettre en place, mais il n'y a rien de compliqué. Donc je passe assez vite là-dessus.
le sujet le plus important, c'est protéger votre patrimoine personnel en tant que dirigeant. Alors là-dessus, il y a une idée reçue, c'est que on dit oui, mais moi, ma société, c'est une SAS, c'est une SARL ou d'autres statuts, donc je suis pas solidaire de la dette de l'entreprise, enfin pour autant que vous ne soyez pas caution sur la dette, et du coup, je risque rien sur mon patrimoine personnel. En fait, c'est complètement faux, parce que oui, vous n'êtes pas solidaire de par les statuts de la dette de l'entreprise, mais votre statut de dirigeant vous rend responsable vis-à-vis de l'entreprise. Donc vous pouvez avoir des cautions, vous pouvez avoir des covenants dans votre contrat d'assurance dans votre contrat de prêt qui fait que vous pouvez être amené à le rembourser selon certains critères, et si vous êtes caution et que vous ne pouvez pas le rembourser, ça peut être difficile. Mais vous pouvez aussi avoir des fautes de gestion qui peuvent vous rendre responsable vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis des créanciers de l'entreprise ou d'autres parties prenantes. Donc si vous commettez des erreurs, des fautes, si vous ne respectez pas des réglementations et que ça nuit à la santé financière de l'entreprise, on viendra vous demander de rendre des comptes à titre personnel. Vous pouvez aussi avoir une responsabilité pénale, notamment en matière de droit du travail, d'accident du travail, de maladies professionnelles, etc. Donc les expositions sont quand même assez nombreuses pour les dirigeants. Qu'est-ce qu'on entend par un dirigeant ? C'est en fait toute personne qui prend une décision qui relève d'un dirigeant. Donc un dirigeant de droit, c'est un administrateur, un directeur général, un président, un DAF, etc. Un dirigeant de fait, c'est une personne qui n'a pas un mandat de dirigeant officiel, mais qui prend des décisions qui relèvent d'un dirigeant. Donc concrètement, si demain on essaie de poursuivre une personne pour une décision prise dans l'entreprise, soit il n'est pas dirigeant et on va dire ça n'est pas lui qui est responsable à titre personnel, c'est l'entreprise. Donc monsieur, madame, passez votre chemin et allez vous adresser à l'entreprise. Ça, c'est ce que va dire le tribunal. Soit il est dirigeant de fait, de droit, et il va avoir une responsabilité potentielle. Et s'il est entre les deux, s'il a pris une décision qui relève d'un dirigeant, bien qu'il n'ait pas les mandats pour, il peut être responsable à titre personnel. Donc les contrats d'assurance, ils couvrent ce cas de figure aussi. Ils couvrent tous les dirigeants de manière non nominative. C'est un contrat pour l'entreprise, pour l'ensemble des dirigeants. Et ensuite, le dirigeant, c'est le plus souvent une personne physique, mais ça peut être aussi une personne morale, comme une holding ou un fonds d'investissement, etc. Le principal risque, quand on finance son entreprise par ces moyens-là, c'est si l'entreprise finalement ne se développe pas et qu'elle se retrouve en liquidation judiciaire, vous avez un genre de sport national chez les mandataires judiciaires, c'est d'aller essayer de coller une faute de gestion à l'un ou l'autre dirigeant pour combler le passif de l'entreprise. Vous savez que les mandataires judiciaires, ils sont objectivés sur le taux de recouvrement du passif de l'entreprise. Donc, ils vont par tous les moyens essayer de combler le passif. Et dans 30% des cas de liquidation judiciaire, ils vont essayer de chercher une faute de gestion du dirigeant. Alors, heureusement, ça ne marche pas toujours, bien sûr. C'est quand même assez rare que la faute de gestion, notamment, soit à l'origine des difficultés financières de l'entreprise. Mais pour vous donner un exemple, on avait un dirigeant qui avait été poursuivi pour un dépôt tardif de compte avant que sa société se retrouve en liquidation judiciaire. Et du coup, il avait dû faire appel à des avocats, se défendre. Bien sûr, l'entreprise n'a pas le droit de payer les frais d'avocat parce qu'il est recherché à titre personnel. Donc, c'est à lui de payer les frais d'avocat. Et au final, il a été avéré que le dépôt tardif des comptes, oui, il avait bien déposé tardivement, mais que c'est pas ça qui avait coulé sa boîte. Donc, il n'a pas été condamné. Mais si vous voulez, il a déjà été poursuivi. Et après, quand vous avez des configurations un peu plus complexes, on avait par exemple le cas d'un dirigeant qui avait une filiale en Italie. Sa filiale en Italie, il n'était pas opérationnel, mais il avait quand même le mandat de dirigeant. Il avait délégué la gestion à un manager de confiance qui finalement s'est avéré pas si de confiance que ça. La société s'est retrouvée en liquidation judiciaire avec de grosses créances. Eh bien, lui, en tant que Français administrateur de la filiale italienne, il s'est fait poursuivre avec mise sous séquestre de ses comptes en banque en attendant l'issue du tribunal, l'issue du jugement. Donc, c'est quand même des situations vraiment pas confortables. Donc, tout ça, c'est ce qui est garanti par le contrat de responsabilité des dirigeants, avec la prise en charge des frais de défense, la prise en charge des dommages et intérêts à verser éventuellement, également l'avance de frais si les comptes sont sous séquestre, le soutien psychologique, la gestion de crise, enfin c'est extrêmement large. Ça arrive très peu souvent, heureusement, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, je crois que aucun d'entre vous n'est devenu entrepreneur pour y laisser sa chemise. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Donc, il faut mieux avoir une protection. Pour vous donner un ordre de grandeur, se protéger contre ça, pour 500 000 euros de garantie, donc si on parle d'une start-up, ça coûte 380 euros TTC par an, payés par l'entreprise pour protéger l'ensemble des dirigeants de droit et de fait.
Donc franchement, c'est pas une dépense sur laquelle il faut rechigner. Ça coûte vraiment pas cher et c'est une protection qui est essentielle si un jour vous avez ce genre de pépin qui est peu probable mais qui peut arriver. Un autre conseil, alors là, c'est pas un contrat d'assurance qu'on propose, mais vos investisseurs, ils vous demandent toujours d'avoir ce type d'assurance. Pourquoi? Parce que eux, ils vont demander que vous ayez une extension de garantie pour protéger les dirigeants personnes morales. Donc ça veut dire eux, fonds d'investissement, administrateurs de votre société, représentés par un des membres du fonds, par exemple. Mais et vous, est-ce que vous leur demandez d'avoir des protections si ils conduisent votre société à un échec, notamment s'ils participent à la gouvernance de votre entreprise? J'avais rédigé un petit article à l'époque où la compagnie aérienne avait fait faillite. Et en fait, les investisseurs avaient été pour beaucoup dans la faillite de cette compagnie aérienne, Aigle Azur. Et donc ça, je vous laisserai le regarder, cet article, il est sur notre site internet. En gros, le conseil, c'est de dire, d'accord, vous avez besoin d'argent, d'accord, vous êtes content de trouver un investisseur, d'accord, dans la négociation, ils ont un peu plus de poids que vous, mais c'est pas une raison pour se laisser faire. Vous aussi, vous êtes en droit de leur demander des garanties, et vous seriez étonné de voir le nombre de fonds d'investissement qui ne sont pas assurés. Donc ça, c'est pas normal. Et c'est ce que je dénonce dans cet article. Le fonds d'investissement, il doit aussi être assuré s'il vous plante votre boîte. Donc ça, n'hésitez pas à leur demander. Bon, l'introduction en bourse, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont concernés à court, à long terme, mais bien sûr, vous imaginez bien, quand on est introduit en bourse, le risque il est beaucoup plus élevé. Donc là, je passe très vite, mais le prospectus d'introduction, il comporte beaucoup de risques. C'est celui où vous décrivez l'état de votre entreprise pour informer les investisseurs. Donc ça s'assure s'il y a des erreurs ou des omissions dans le prospectus. Et puis, quand vous êtes une société cotée, vous êtes plus exposé. Il y a des questions de situation de cours, des questions de délit d'initié, etc. Voilà, donc là, je ne vais pas m'étendre sur l'exemple de sinistre, mais on a un client, une société tech de la région, qui s'est introduit en bourse il y a quelques années, avec des grosses fluctuations de cours suite à l'introduction, comme très souvent dans les sociétés tech. Et tous les dirigeants sont audités par l'AMF en ce moment, à coût de dizaines de milliers d'euros de frais d'avocat pour chaque dirigeant, chaque administrateur, qu'ils devraient payer de leur poche s'ils n'avaient pas l'assurance. Et on en est aujourd'hui à plus de 300 000 euros de prise en charge de frais d'avocat sur ce sinistre d'une simple enquête AMF. Ça veut dire que l'AMF ne prétend même pas pour l'instant avoir trouvé de problème de gouvernance. Ils viennent juste se renseigner. Ils viennent juste vérifier que tout se passe bien. Et on est déjà à plus de 300 000 euros de dépenses. Okay, donc si vous introduisez en bourse, ne négligez surtout pas l'assurance. Bon, j'ai largement dépassé mon temps, donc je laisse la parole à Bérangère pour qu'elle puisse vous parler. Et puis, ceux qui ont des questions, on pourra en reparler après, on va prendre un petit rendez-vous si vous avez des questions sur ces sujets-là. Super, merci Guillaume. Bon, j'espère qu'il reste encore du monde et que les sujets d'assurance, c'est pas forcément très, ça peut être un peu rébarbatif, mais on va essayer de terminer la présentation sur votre relation avec vos salariés. En parlant de sujets qui peuvent être aussi très rébarbatifs, puisqu'on parle d'assurance santé, de tableau de garantie, de relations avec la sécurité sociale. Donc, on va essayer de faire ça de façon la plus simple et compréhensible possible. Donc, Guillaume, vous parlez de vos relations avec l'extérieur, en fait, avec vos clients, avec vos partenaires. Là, on va plutôt s'attacher effectivement à vos relations avec vos salariés. Donc, quelle solution pour l'assurance des salariés pour des sociétés qui recrutent et en forte croissance? Guillaume, si tu peux faire passer les slides, s'il te plaît. Merci. Une première chose, pour parler d'une façon assez macro, vous êtes soumis évidemment au droit du travail dans vos relations avec vos salariés, mais à des conventions collectives nationales qui sont choisies en fonction de votre activité et selon votre code NAF. Alors, vous pouvez ne pas choisir de convention collective nationale, mais c'est majoritairement le cas. Et qu'est-ce qu'une convention collective? Ça va encadrer vos obligations et les droits de vos salariés et de vos relations entre employeurs et salariés. Donc,
Dans l'industrie des jeux vidéo, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a effectivement une disparité des activités. Donc, certains relèvent de la production de films d'animation, d'édition de livres, d'édition de jeux électroniques. Voilà, j'ai indiqué ici quelques exemples. Et donc, les conventions collectives qui sont attachées à ces activités code NAF sont aussi assez... il y a une très grande disparité dans les conventions collectives. Celle qu'on retrouve majoritairement sur des sociétés de votre profil, c'est la convention collective dite Syntec. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais c'est dans l'usage qu'on l'appelle Syntec, c'est la convention collective des bureaux d'études techniques, donc qui a priori est retenue majoritairement par des sociétés de votre profil. Et ensuite, celle qui vient juste en dessous, c'est l'industrie des jeux et jouets. Voilà. Ce qu'on peut comprendre aussi pour des sociétés et sur l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'effectivement, il y a une totale absence de convention collective commune et unifiée pour des sociétés de votre profil. Donc, je pense que c'est des sujets qui sont actuellement en débat. Ça peut prendre un peu de temps pour que ça aboutisse, mais voilà. On va voir ensuite quel est l'intérêt et pourquoi il faut être vigilant au choix de la convention collective. Guillaume, s'il te plaît. Merci. Donc, vous avez, en tant qu'employeur, l'obligation de proposer des contrats d'assurance frais de santé et prévoyance pour vos salariés. Alors, qu'est-ce qu'un contrat frais de santé? Donc, c'est ce qu'on appelle communément la mutuelle, mais qui peut être proposé par des assureurs, par des mutuelles ou des instituts de prévoyance. C'est les 3 grands acteurs majeurs qui proposent ce type de contrat. La mutuelle en entreprise est obligatoire depuis le 1er janvier 2016. Ce sont des contrats dits obligatoires et responsables. Donc, en fait, la part de cotisation que vous, employeur, vous prenez en charge pour votre salarié, et vous en prenez au moins 50%, n'est pas soumise à charge sociale. Donc, c'est une sorte d'avantage et c'est pas considéré comme du salaire sur lequel vous avez payé des charges sociales. Par contre, en échange de ça, et j'attire votre attention là-dessus, vous devez respecter un certain formalisme, et notamment un formalisme de mise en place par la rédaction d'une DUE. Donc, c'est pas le document unique d'embauche, c'est une décision unilatérale de l'employeur qui va venir constater effectivement le fait que vous avez mis en place un contrat à destination de vos salariés et qu'ils ont l'obligation d'adhérer à ce contrat mutuel. Il existe des cas de dispense dans lesquels les salariés peuvent ne pas adhérer. Par exemple, si leur conjoint est déjà assuré par ailleurs, ils doivent vous remettre chaque année une attestation du conjoint qui justifie, qui prouve bien qu'ils sont déjà couverts par ailleurs et qu'ils peuvent ne pas adhérer à votre contrat. Les conventions collectives peuvent mettre des minimums de garantie en santé. Alors, par exemple, sur la Syntec, il y a un minimum de garantie sur la médecine douce qui est imposé. Et il faut que votre contrat puisse bien respecter et soit conforme avec les minimums de garantie qui sont imposés par votre convention collective. Donc ça, c'est très important de vérifier et que votre contrat est conforme à votre convention collective pour pas qu'il y ait de gap entre les garanties qui vous sont demandées et les garanties effectivement que vous proposez à vos salariés. Un point important aussi dans les conventions collectives, avant, il y avait des assureurs qui étaient désignés, c'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur, vous n'aviez pas d'autre choix que de prendre un contrat auprès de ces assureurs. On peut citer Malakoff Médéric, par exemple, dans la convention collective Syntec. Sachez que ces désignations ont été jugées anticonstitutionnelles et donc, depuis 2014, vous avez le libre choix de votre assureur. Donc, vous êtes totalement libre de choisir votre prestataire pour proposer un contrat mutuel ou prévoyance à vos salariés. Si on prend la CCN des industries des jeux et jouets, par exemple, c'est AG2R qui est désigné. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation sur la santé. Là-dessus, vous êtes libre de choisir qui vous voulez. C'est des sujets qui sont quand même assez importants, même si quand on met le nez là-dedans, ça peut se faire un peu dans la souffrance parce que il faut étudier des tableaux de garantie qui sont exprimés en pourcentage de base sécurité sociale. Donc déjà, quand on aborde les sujets sécurité sociale, c'est pas très simple. Mais quand en plus on doit mettre le nez dans les tableaux de garantie avec plein de chiffres, plein de pourcentages, on a un peu de mal à s'y retrouver. Malgré tout, c'est considéré comme un avantage social pour les salariés et je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas en entretien et en recrutement du salarié qui vous pose la question, ok, il y a les tickets resto, est-ce qu'il y a aussi la mutuelle, est-ce que c'est une bonne mutuelle? Donc c'est des sujets qui sont quand même importants pour le salarié sur lesquels il faut être vigilant parce qu'ils sont sensibles et aux garanties
et à leur utilisation au quotidien, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont être remboursés rapidement, est-ce qu'ils vont pouvoir affilier facilement un enfant dans le cadre de la naissance d'un enfant. Voilà, donc ça touche la famille et c'est des sujets qui les touchent du coup humainement et personnellement. Alors ensuite, la partie frais de santé, donc la partie mutuelle, et vous avez aussi par les conventions collectives l'obligation dans certaines conventions d'un minimum de garantie qui peut vous être demandé. Donc qu'est-ce qu'un contrat prévoyance? Un contrat prévoyance, donc c'est aussi souscrit par vous en tant qu'entreprise. Au revoir Jörg. En tant qu'entreprise à destination de vos salariés. Donc les contrats prévoyance couvrent le risque de décès, c'est-à-dire qu'on va verser un capital décès aux ayants droit de votre salarié, couvre le risque d'invalidité, donc que ce soit une origine professionnelle, non professionnelle, il y a des garanties là-dessus. L'incapacité temporaire, parce que vous, en tant qu'employeur, vous avez dans le cas d'un salarié, en fonction de son ancienneté et des critères qui sont déterminés dans votre convention collective, l'obligation de maintenir son salaire s'il est en arrêt de travail, en complément bien évidemment de la sécurité sociale. Donc ça, c'est des sujets très importants. Certains contrats prévoient des jours de franchise plus ou moins longs en fonction de la catégorie du salarié, s'il est cadre, non cadre. Des conventions collectives peuvent aussi imposer des rentes de conjoint. Donc c'est une rente qui est versée au conjoint dont l'époux ou l'épouse vient de décéder. Des rentes d'éducation qui sont versées aux enfants jusqu'à leur majorité ou 26 ans en cas de poursuite d'études, en cas de décès du parent et du salarié, et des frais d'obsèques. On a évidemment les conventions collectives qui imposent des minimums de garantie, donc il faut être vigilant à ça. Mais comme si ça ne suffisait pas, en fonction de vos salariés qui ont un statut cadre, il y a une autre convention qui s'ajoute à ça, qui s'appelle la Convention collective des cadres de 1947, et qui impose encore d'autres obligations, notamment celle de cotiser pour vous, employeur, à hauteur minimum de 1,50% de la tranche A du salaire. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sachez qu'il existe donc les minimums de garantie imposés par les conventions collectives, Syntec, industrie des jeux et jouets, et en plus, au-dessus, pour vos salariés cadres, il y a une convention collective en plus qui s'ajoute. Toujours le même principe, le respect du formalisme pour ne pas risquer une requalification fiscale du contrat. Et c'est la même chose, pas d'obligation de retenir l'organisme assureur recommandé par la CCN. Alors, même si le Conseil constitutionnel a jugé les désignations illégales, certaines conventions collectives maintiennent des petites lignes de garantie qui font en sorte que seul l'organisme qui était précédemment désigné peut proposer un contrat. Donc c'est un petit peu pervers et c'est un petit peu c'est pas très loyal, mais d'où l'intérêt et le point de vigilance de bien vérifier votre convention collective et les obligations et organismes recommandés. Et j'attire aussi votre vigilance sur la garantie d'essai. Et ça, effectivement, quand on aborde le sujet, quand on fait des animations de réunion auprès des salariés, moi je vais particulièrement à ce point-là, c'est que vos salariés sont couverts en cas de décès. Donc un capital est versé, mais il faut, en fonction des situations personnelles de chacun, remplir ce qu'on appelle une désignation de bénéficiaire. C'est-à-dire qu'en cas de décès d'un salarié, s'il ne remplit pas de désignation express, la clause qui s'applique, c'est le capital ira à mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers. Donc dans le cas où on a un conjoint mais qu'on n'est pas marié et qu'on est seulement concubin, il n'est pas protégé par cette clause, donc le capital ne lui reviendra pas. Voilà. Donc c'est un petit point d'attention particulière. Alors notre approche chez OnlyNove, donc quand en fonction de la croissance de vos effectifs, quand vous avez moins de 20 salariés, on fixe à peu près la limite à ce niveau-là, vous rentrez ce qu'on appelle dans le cadre des contrats standards. C'est-à-dire que les assureurs proposent des tableaux de garantie, des grilles de garantie qui sont standards et qui ne sont pas modulables. Voilà, donc vous rentrez aussi dans une gestion standard. Par contre, quand vous avez une croissance rapide
de vos effectifs et que vous rentrez dans ce qu'on appelle le giron des scale-up, donc des sociétés, des startups qui connaissent des croissances rapides, et que vous passez la barre des 20 salariés, vous avez besoin à ce moment-là de passer sur ce qu'on appelle des contrats sur mesure qui vont vous permettre de réfléchir en termes de garantie ligne à ligne. Donc, on peut vraiment moduler les contrats et les garanties de ces contrats sur mesure. Et surtout, on a ensuite la possibilité de déléguer la gestion, c'est-à-dire qu'on ne laisse plus la gestion à l'assureur, mais on va faire appel à un autre organisme qui est une société de service. Il en existe plusieurs en France. Il y a des noms comme Génération, comme Helium, comme Ener. C'est peut-être des gens que vous avez déjà rencontrés ou que vous rencontrez peut-être aujourd'hui. Et là, c'est une étude où on va vraiment faire un travail avec la rédaction d'un cahier des charges, voir quels sont vos besoins. Si vous avez des salariés qui vous disent bah, « moi, je ne suis pas content de telle garantie, j'aimerais bien l'augmenter » ou il me manque tel service, j'aimerais l'avoir. Donc là, on va vraiment réfléchir en fonction de vos besoins individuels, enfin d'entreprise, et lancer un appel d'offres pour obtenir la meilleure proposition adaptée à vos besoins. Et ensuite, une fois qu'on a choisi une proposition et qu'on met en place des contrats qu'on a retenus ensemble, on peut animer, nous, des réunions de présentation aux salariés pour leur expliquer quel est le changement, ce sur quoi vont se porter les modifications du contrat, et expliquer surtout la mise en place du gestionnaire indépendant. Un autre point important pour la gestion des contrats sur mesure, c'est qu'en fait, on a un pilotage société par société et on n'est plus dépendant des politiques des assureurs. C'est-à-dire que si un assureur a un jour des mauvais résultats techniques sur l'ensemble de ses contrats standards et dit, comme ça s'est passé en fin d'année et chez beaucoup d'assureurs, sur la gamme standard, on va appliquer 15-20% de majoration. Là, quand on est sur du sur-mesure, on raisonne entreprise par entreprise. On va étudier quelles sont les consommations et les résultats financiers du contrat, qui sont généralement très bons sur des sociétés relevant de la CCN Syntec, par exemple. Et on va dire, c'est pas 20% d'augmentation qu'on va appliquer, c'est 2-3%, ou voire 0, ou voire, si les résultats sont bons, appliquer un petit discount. Voilà, donc c'est tout l'intérêt du pilotage sur mesure. Je fais un petit zoom sur le gestionnaire délégué. Donc, c'est un peu la difficulté pour des sociétés qui sont en gestion par un assureur, c'est de dire, alors voilà, déjà on est en papier, donc on reçoit un bulletin individuel d'adhésion que le salarié doit compléter, qui doit renvoyer éventuellement par courrier postal avec les documents justificatifs. Si c'est pas en courrier postal et que c'est par mail, c'est déjà une belle avancée, mais le délai de traitement peut être allongé, les papiers se perdent, c'est assez compliqué comme gestion, et quand vous devez intégrer rapidement beaucoup de salariés ou sur une courte échéance, ça peut paraître compliqué. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire appel à des sociétés indépendantes que je vous citais tout à l'heure, dont le seul objectif est d'apporter du service et de la qualité de service aux clients. Donc on met en place, en fait, c'est plus l'assureur qui va s'occuper de rembourser et de s'occuper des adhésions de vos salariés, mais c'est cette société qu'on aura retenue, qui sera mise en place sans surcoût, puisque les coûts, au lieu que ce soit l'assureur qui prenne en charge financièrement cette gestion, eh bien, il va déléguer ce montant de poche financière au gestionnaire délégué, et ça va permettre d'apporter donc une très grande qualité de service pour les salariés, parce qu'on est sur du full digital, on n'a plus de papier, donc le salarié aura accès à un extranet salarié avec son espace personnel, il a accès à une application mobile quand il va sortir de chez l'ostéo, il va prendre en photo sa facture et l'envoyer directement via son application mobile, et puis des services aussi pour les RH grâce aux outils digitaux et notamment les extranets, où elle va pouvoir, la RH, intégrer facilement en 3 clics, ajouter un nouveau salarié via son espace. Et ça se fait automatiquement et de façon instantanée pour pouvoir ensuite générer les cartes de tiers payants qui sont envoyées en démat aux salariés. Voilà. Donc ça, c'est un point très important. Grâce au gestionnaire, on a aussi la possibilité d'avoir une vision détaillée des dépenses de frais de santé selon les postes, donc de façon tout à fait anonyme, c'est absolument pas nominatif, pour pouvoir voir comment se comporte le contrat et voir si on peut effectivement rester toujours dans cet équilibre financier
qui nous permet ensuite la négociation avec l'assureur. Et puis, alors il y a des centres de gestion qui sont en France, des interlocuteurs dédiés, et ça nous permet aussi une indépendance pour les sociétés donc qui sont toujours en sur-mesure. Guillaume, si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Il y a un petit schéma ici où on voit en fait ces deux gros blocs, donc l'utilisateur avec l'entreprise qui souscrit le contrat et le salarié, donc vous avez vos relations entreprise-salarié. Le deuxième bloc qui est le prestataire, donc le courtier qui s'occupe de piloter tout ça, et le gestionnaire délégué qui s'occupe de la gestion. Et on a ensuite l'assureur, c'est-à-dire que vos salariés ne vont connaître que le gestionnaire délégué. Il ne va connaître que son espace client, sa carte de tiers payant, son univers. Et par contre, l'assureur, il est totalement déconnecté de tout ça. C'est-à-dire que si on s'aperçoit au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans que les garanties de l'assureur ne nous conviennent plus ou que le tarif augmente, eh ben, on n'a pas de scrupule à déconnecter le câble qui connecte le gestionnaire et l'assureur, mettre un autre assureur à la place. Et par contre, pour vos salariés, c'est complètement transparent. Ils n'ont pas de mesures d'affiliation à faire. Ils conservent leur espace, ils connaissent toujours leur gestionnaire. Enfin, tout ça ne bouge pas. Donc, c'est un vrai intérêt quand on est sur du sur-mesure. Un dernier point dont je voulais vous parler, c'est la loi qui est entrée en vigueur en décembre 2020, qui traite de la résiliation infra-annuelle des contrats d'assurance complémentaire santé. Donc santé uniquement et pas prévoyance. Vous savez qu'un contrat d'assurance, généralement, c'est une échéance au 1er janvier et il faut 2 mois de préavis de résiliation. Donc il faut anticiper et envoyer une lettre recommandée à l'assureur avant le 31 octobre si vous voulez changer d'assureur. Il y a une loi qui vient de rentrer en vigueur et qui va alléger toutes ces formalités et qui permet que dès lors que votre contrat d'assurance santé a plus d'1 an, vous avez la possibilité de le résilier quand vous voulez, à n'importe quel moment de l'année, moyennant un préavis d'1 mois. Et les conditions de résiliation sont simplifiées puisque un simple mail à votre assureur est accepté et est suffisant. Donc, si vous n'avez pas eu le temps en fin d'année de revoir vos contrats prévoyance santé, où vous avez une forte majoration, ou que vous êtes effectivement dans ce schéma de forte croissance ou d'intégration d'effectifs, et que vous souhaitez en changer, et que votre contrat est évidemment plus d'1 an, vous avez la possibilité d'envoyer une lettre de résiliation et de changer d'assureur pour le 1er... alors, 1er avril, c'est trop tard, mais 1er mai, par exemple, puisqu'il y a 1 mois de préavis. Voilà, donc gardez ça en tête. Ma recommandation, c'est plutôt d'attendre la fin d'un trimestre échu, puisque les cotisations, c'est généralement trimestre par trimestre. Donc là, si vous souhaitez rentrer dans ce schéma-là et résilier votre contrat, je vous recommanderais plutôt d'attendre de prendre un nouveau contrat pour le 1er juillet. Comme ça, vous aurez terminé, vous aurez clôturé 2 trimestres complets et il n'y aura pas de prorata de cotisation chez un assureur et un bout chez un autre. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Pas de questions. En tout cas, vous aurez nos contacts et si vous souhaitez qu'on échange par la suite de façon plus personnelle ou plus confidentielle, à votre disposition avec grand plaisir. Merci Bérangère. Donc pour ceux qui ont un sujet à approfondir en particulier, j'ai aussi mis un lien Calendly. Donc s'il y en a qui souhaitent fixer un rendez-vous, c'est possible dans les commentaires en cliquant sur le lien. Et si vous avez encore quelques secondes devant vous, ce que je vous propose, c'est de peut-être vous montrer ce que j'ai pas fait tout à l'heure pour laisser la parole à Bérangère, mais peut-être je vais changer de partage d'écran pour vous montrer comment vous pouvez faire une demande de devis si vous le souhaitez. Alors attendez, il faut que je trouve le bon écran. Non mais ça va pas. Alors, juste une seconde parce qu'il veut pas me le prendre dans un autre navigateur. Voilà, comme ça devrait marcher. Voilà, là vous devez voir normalement mon navigateur. Donc vous voyez, il suffit d'aller sur notre site internet, donc onlinov.com,
et vous avez une fonction disponible pour souscrire votre assurance en ligne directement. Donc avec l'assurance RC Technologies plus cyber qui couvre les deux sujets dont je vous ai parlé en premier. Et ensuite, vous avez toutes les autres assurances qui sont disponibles également. Donc l'assurance RC Technologies plus cyber, c'est quand même celle qui est la plus liée à votre métier. Donc je vais vous montrer celle-là. Donc voilà, vous voyez, vous avez juste à choisir votre activité d'éditeur alors, ça s'appelle éditeur, il faudrait qu'on rajoute studio, hein, donc ça, on va le faire, mais ça couvre bien l'activité de studio. Et puis ensuite, si vous avez besoin d'ajouter une application mobile B2C, y compris jeux vidéo, voilà. Ensuite, vous renseignez votre chiffre d'affaires. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se porter volontaire pour qu'on fasse, pour qu'on prenne l'exemple de son entreprise ou... Non, pas de volontaire. Donc imaginons que vous êtes une société, par exemple, qui fait entre 2 et 3 millions de chiffre d'affaires et que vous voulez un montant de garantie de 500 000 euros par an, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a des conseils intégrés. Ça veut dire qu'on estime que pour ce chiffre d'affaires, on vous recommande plutôt 1 million d'euros de garantie. Donc ça, ensuite, vous pouvez choisir de changer ou pas. Et là, vous avez tout de suite votre tarif qui s'affiche en dynamique. Donc, vous pouvez le voir par an, par mois, par trimestre. C'est vous qui choisissez. Okay ? Et ensuite, vous pouvez continuer en saisissant votre entreprise. Donc, par exemple, allez, on va mettre Ubisoft, par exemple, international. Voilà. Donc, tout est connecté avec les bases de données, donc vous n'avez pas à renseigner. Et vous pouvez même rajouter des filiales. Donc, en France, bien sûr. Donc là, on peut rajouter Ubisoft. Voilà, il y a des filiales. Donc, on va rajouter une filiale Ubisoft Paris, par exemple. Alors, c'est peut-être un établissement avec son chiffre d'affaires. Et vous pouvez aussi rajouter des filiales dans le monde entier. Donc, ça veut dire que là, je vois qu'on ne peut pas en rajouter plusieurs, ça, il faut concourir. Mais vous pouvez rajouter aussi une filiale aux États-Unis, si vous le souhaitez, par exemple. Et dans tous les pays que vous voulez. Donc, dans ces cas-là, vous renseignez les informations de la filiale. Voilà. Ensuite, vous continuez et vous pouvez, vous voyez, donc vous sauvegardez vos choix. Vous choisissez, si vous prenez l'option de cyber dommage, c'est-à-dire vos propres préjudices suite à une faille de sécurité informatique. Et puis, vous avez une petite synthèse, le téléchargement du devis et vous pouvez payer, signer en ligne directement. Donc, on est vraiment dans un processus ultra simplifié et ce contrat qui est parfaitement adapté pour le métier de studio de jeux vidéo, il vous couvre dans le monde entier, y compris aux USA Canada. Donc ça n'est pas une option chez nous, c'est inclus d'office les USA Canada. Il vous couvre pour les problématiques de propriété intellectuelle, il vous couvre pour vos problématiques de cybersécurité et pour toutes les autres problématiques que vous pouvez avoir liées à vos jeux vidéo, mais aussi la RC exploitation, donc la relation avec vos stagiaires, vos salariés, etc. Et tout ça pour les plus petits à partir de 33 € par mois. Pour les plus gros, vous pouvez vous assurer en ligne jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires de manière entièrement automatique comme ça. Et au-delà de 50 millions, on est sur des dossiers qui nécessitent quand même une approche sur mesure. Donc dans ces cas-là, nos experts prennent la main pour conseiller et pour mettre en place une solution pour mesure. Donc, n'hésitez pas, ceux qui le souhaitent, à aller faire un devis. Voilà, c'est un petit peu la minute promo de la fin de la présentation ou à prendre un rendez-vous. En tout cas, merci à tous pour votre participation. J'espère que ça aurait répondu à vos questions, que ça aurait été utile pour vous aider à réfléchir à toutes ces sécurités financières qui sont nécessaires dans votre activité. Et puis, on sera ravis de prolonger l'échange si besoin. Merci à tous. Merci. Bonne journée, bon bientôt. week-end. Au revoir.